Oui, parce que c'était important de restaurer la mémoire de ceux qui ont développé le Québec et en même temps le Canada, parce qu'on était quand même interdépendants. Grâce à l'industrie du bois, les créateurs de ça, les courageux draveurs, cageurs qui transportaient le bois sur le fleuve et ceux qui ont eu l'idée aussi de faire ça. Ça a été une industrie importante pour le Québec. Ça l'est à un moindre degré maintenant. Mais pour notre développement, c'était majeur. Et même à une époque, vous qui êtes journaliste, les journaux n'auraient pas pu être imprimés sans de l'industrie du bois, malgré tout, la pulpe. Et maintenant, c'est autre chose. Mais alors oui, c'est important qu'on se souvienne de ça. Alors, j'admire beaucoup la ténacité d'Alexandre Pampalon et de sa conjointe qui, pendant des années, ont développé et ont voulu implanter un musée, un lieu de mémoire pour tout ça. Alors, je suis très content d'être ici et de voir tous les beaux objets qui s'y trouvent et que l'on rappelle la mémoire de cela. Et aussi, à l'occasion aussi d'un poète, je crois d'un poète national qui s'appelle, attendez, c'est Honoré Beaugrand, voilà, une station de métro qui est nommée en son nom d'ailleurs, et qu'on appelle Honoré Beaugrand, dont la mémoire est un peu liée à cette histoire, parce qu'il l'a connu et parce qu'il y a des allusions aussi dans son œuvre. Et il y a un autre facteur aussi que je trouve intéressant, c'est que Lanoret était un point de jonction dans l'industrie de transport du bois. Et c'est bien que ça se trouve ici, en fin de compte. Il y avait un train qui transportait le bois et qui passait par ici. Alors, c'est bien que l'on inaugure ça. Alors, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, mais vraiment ravi d'être ici et de voir que l'on va se rappeler d'un passé important. On a parlé beaucoup l'année passée à la Maison des Cageux de Joe Montferrand. Oui. C'était quasiment une légende urbaine, mais c'était un monsieur qui a existé pour le vrai. Et là, ben, on revient, puis c'est Honoré Beaugrand. Ça commence à faire beaucoup de gens importants dans la bonne région. Oui. Joe Montferrand, une légende chantée par Vigneault, nommé Labraque aussi, qui était un folkloriste à une époque, mais Vigneault aussi, vraiment perpétuer le personnage, oui. C'est important aussi de se rappeler que ce personnage légendaire, héroïque aussi à sa manière, est célébré par la même occasion. Et c'est un des grands mythes québécois. Vous me dites ça, la chanson roule dans ma tête. Là. Oui, c'est important de marquer aussi, par une statue d'ailleurs qui est là, en face du musée, par une statue. Mais sa proximité avec l'industrie du bois, il y a beaucoup de nos gens qui y ont participé, qui ont mené des vues pas faciles là, sur des chantiers et puis à promener le bois sur l'eau aussi, les draveurs. Alors, oui, Joe Montferrand, légende concrétisée ici, puis dont on va se rappeler aujourd'hui même les faits et gestes. Alors oui, je suis très content. La Maison des Cageux se veut maintenant aussi un café muséal. Est-ce que c'est le type d'entreprise, de projet qu'on pourrait voir se multiplier le long des rives dans notre Beau-Saint-Laurent? Oui, ce serait bien, parce qu'on ne veut pas toujours que les musées soient austères, que ça soit un lieu où l'on se tient totalement debout et à contempler de façon très sévère, à regarder les annotations, tout ça. Il faut aussi converser sur ce qu'on a vu. Il faut aussi encaisser, en parler avec des amis, etc. Et le long du Saint-Laurent, d'avoir des cafés de ce genre, des cafés muséaux, oui, formidable idée. C'est une meilleure façon de se pénétrer de notre histoire. Une meilleure façon que de strictement contempler, quoi. Il faut en parler entre nous aussi. Très belle idée. Monsieur Laurendon, un gros merci pour votre temps. J'aurais peut-être une petite question pour allez-y, vous. Oui, allez-y. On découvre les cageux, mais ça a toujours existé. C'était vraiment une histoire importante parce que je sais que vous êtes très spécialiste en monarchie et tout, et c'est relié beaucoup à l'histoire de l'Angleterre. C'est beaucoup relié à la présence ici des Anglais au Canada, pour qu'il y avait besoin de bois pour aller faire la guerre en Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu vraiment de c'était quoi l'histoire des cageux par rapport à l'Angleterre? On a
on découvre pas seulement, il y avait aussi la chanson de, jadis c'était un folkloriste, les Draveurs de la Gatineau, hein, une magnifique chanson. Alors, on la redécouvre plus en détail, je vous dirais, et on redécouvre les aspects un peu coloniaux là, auquel vous faites allusion, c'est-à-dire le fait que la monarchie britannique s'est beaucoup enrichie du fait qu'il y avait du bois ici et qu'on pouvait le transporter. Cela est vrai, mais il faut nuancer ça quand même parce que à partir du début de la Confédération, le trafic se faisait moins vers l'Angleterre. L'Angleterre avait moins besoin de notre bois que les États-Unis en avaient. Et il y a eu des échanges. Ils avaient besoin de notre bois, on avait besoin de leurs produits maraîchers ou autres. Et alors, ça a changé. Il est vrai qu'il y a eu une période où la monarchie se bâtissait à la construction de navires, d'ailleurs. C'était comme ça à Hong Kong, et puis où ils avaient une base. Et puis, il y a eu un fameux traité là, qui a été signé et qui donnait à la reine Victoria l'entier contrôle de Hong Kong. Et c'est le traité de Nankin. Et effectivement, de la même manière, et pour la raison, le prétexte était pour construire des bateaux avec du bois, évidemment. Et c'était ça, là. En réalité, c'était pour avoir un contrôle qui leur a servi pour l'opium par la suite, là. Mais de même manière, il est certain qu'il y a une dimension coloniale au développement du bois. Mais les gens d'ici en profitaient quand même un peu. Et graduellement, ce trafic-là, après la Confédération, s'est enlevé beaucoup vers les États-Unis. L'axe a changé. L'axe a changé. Oh, bien, je vous remercie. Bienvenue à la Maison des Cageux, votre Maison des Cageux. Et je vous présente Isabelle Regout, médiatrice culturelle, cofondatrice du musée. Alors, je te fais un bonjour. Mais bonjour à tous, bienvenue. On est vraiment distingués invités qui venaient de partout, de tous les coins de la province. Donc, c'est vraiment chaleureux. Et on a chaud. Hein. D'ailleurs, on a chaud là, en ce moment. Alors, on est content. On est fébrile de vous accueillir. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare cet événement. Et vous dire qu'on est vraiment heureux que vous fassiez partie de la pré-ouverture. Donc, demain, elle sera ouverte au grand public. Alors, on va s'adapter à la météo. Donc, on a un grand parapluie au-dessus de la Noraie en ce moment. Mais si on voit que ça devient un peu nuageux, on va aller faire le dévoilement de la sculpture un peu plus tôt. Comme ça, on n'aura pas l'air des canards. Ça va? Et donc, c'est plus chouette pour les photos. Mais on est content. En fait, Isabelle, c'est du pain. Le pain flotte. Donc, s'il pleut, on est correct. C'est vrai. C'est vrai. Puis on ne fond pas, on n'est pas en chocolat. Donc, c'est vrai. Vous dire qu'on est ensemble pour célébrer le 175e anniversaire d'Honoré Beaugrand, qui est né à la Noraie, une fierté de chez nous, de la Nodière. Et en fait, on va découvrir avec notre conférencier, évidemment, ce personnage emblématique de chez nous. Alors, Alexandre, je te... Oui, M. Réal Chevrette, qui est avec nous, qui va faire la présentation en 2 volets, est un poète, un artiste dont le travail vise à mettre en valeur les richesses patrimoniales et paysagères de la Nodière. Il a étudié en littérature et en pédagogie à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le sujet d'Honoré Beaugrand lui tient particulièrement à cœur. Il a enseigné à ses étudiants et aujourd'hui, il va nous offrir un vibrant plaidoyer sur la place de l'œuvre beaugrandienne dans le courant de notre littérature du 19e siècle. Voulez-vous qu'on ferme les fenêtres pour le son? J'aimerais, avant que Réal prenne le micro, j'aimerais vous souligner l'importance du partenariat avec la MRC de Dautré. Donc, monsieur le préfet de la MRC de Dautré, monsieur Christian Goulet, est présent parmi nous. Il va donner un mot un peu plus tard. J'aimerais souligner la présence de Sébastien Proulx, qui est directeur en communication et culture de la MRC de Dautré, et également d'Evelyne Vincent, qui est présente et qui est notre agente culturelle à la MRC de Dautré. Donc, vous dire également qu'on accueille 3 magistrats aujourd'hui.
Donc, la mairesse suppléante, Mme Lynne Clermont, c'est une grande fierté de vous accueillir. Ça fait plaisir. Monsieur Perrault, Monsieur Dominique Perrault, donc qui est maire de Berthierville. Et c'est un grand plaisir de vous accueillir. Nous accueillons également Monsieur Vadnet-Lapierre, qui est l'attaché politique de Monsieur Yves Perron, donc député fédéral dans la région de Berthier-Masquinongé. Alors, bienvenue à vous. Nous accueillons de façon tout spéciale Martin Lavallée, qui est le président du comité culturel. Donc, vous avez mis en place la politique culturelle, la première politique culturelle de l'Anoret. Donc, félicitations, bravo, on est vraiment heureux de vous accueillir parmi nous. Alors, Monsieur Chevrette, je vous laisse la parole. Je vais seulement fermer ça un peu pour avoir un peu plus d'accès à la diapositive. On crée de l'intimité ici. Bonjour. Bonjour. Ben, tout comme Alexandre et Isabelle, ça me fait plaisir de vous voir ici. Je pense, chanceux d'avoir une aussi belle auditoire. Et ce que je vous souhaite par contre, c'est que ma petite intervention vous satisfasse et qu'elle vous permette de mieux connaître. Est-ce que vous connaissez bien Honoré Bourgand? Sûrement pas. Bon, on va essayer de vous le faire connaître mieux. Pour ce faire, on va commencer par parler un petit peu de sa vie. On va le faire en deux parties. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Est-ce que ça fonctionne? Bon, Honoré Bourgand, moi, mes yeux, c'est un bonhomme absolument fascinant. C'est un bonhomme qui a, autant dans sa vie personnelle, dans sa vie publique, que dans sa vie littéraire, c'est un bonhomme qui a beaucoup marqué son époque. Et aujourd'hui, malheureusement, même s'il y a une station de métro qui porte son nom, même s'il y a une rue qui porte son nom ici et là, c'est un bonhomme méconnu. C'est un bonhomme méconnu en ce sens qu'il a tellement fait au plan public, au plan personnel et au plan littéraire qu'on n'en parle pas assez. Comme le disait Alexandre, je l'ai enseigné à mes élèves, à mes étudiants. Et puis, autour de moi, on disait, ça n'a pas de sens d'enseigner Honoré Bourgand, des jeunes du presque 21e siècle. Ils ne vont pas s'intéresser à ça. Mais pourtant, oui, ça a fonctionné. Et puis, j'espère pouvoir faire la même chose avec vous et vous intéresser à ce bonhomme absolument extraordinaire qui, comme on le disait tantôt, est d'ici. D'ici à l'Anoret, mais d'ici dans notre région également. Alors, qui est... Puis, évidemment, je vais vous parler de sa vie, mais dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler aussi de ce qu'il a fait sur le plan littéraire. Il est né, comme on l'a dit tantôt, ici à l'Anoret. C'est la maison où il est né. Elle existe encore. J'ai même pas en note l'adresse pour que si jamais vous avez le goût d'aller voir. C'est au 315 Grande Côte Est. Donc tout près d'ici. Souhaitons qu'un jour la maison en question soit citée et qu'elle devienne accessible au grand public pour qu'on puisse aller voir où a grandi, où est né Honoré Bourgand. Et écoutez, je vous avoue honnêtement que je ne sais exactement combien d'années il a vécu là, mais il y a vécu. Et c'est ce merveilleux, ça devient un lieu d'hommage à Honoré Bourgand. Il est né le 24 mars 1848. Par la suite, de 1859 à 1863, je me suis permis de mettre une photo du séminaire de Joliette. Parce que c'est là qu'il a étudié pendant 4 ans, mais c'est aussi mon alma mater. Alors il y a quelque chose d'un peu égocentrique là-dedans. Ensuite, il a, pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez turper, il a passé 1 an au noviciat d'éclat de Saint-Viateur à Joliette. Lui qui est devenu totalement anticlérical, athée, il a quand même passé 1 an de noviciat.
Tantôt, on reviendra un peu sur son anticléricalisme et son athéisme, parce que ça a eu une importance dans sa vie. On y reviendra tantôt. Par la suite, excusez-moi, on a besoin d'être mémoire des fois. Je vais expliquer les filles. Il est devenu soldat en 1865. Il a quitté le Québec. Et oui. Et il est devenu soldat sous les ordres de l'empereur Maximilien au Mexique. Il a combattu pendant une guerre civile espagnole, à une époque où on voulait s'emparer du Mexique. Et il était là pendant 18 mois. Ce qui lui a d'ailleurs permis d'écrire un beau petit récit qui s'appelle Anita, dont on parlera bien tantôt, où il évoque un souvenir assez particulier du Mexique. Vous allez voir, on en parlera tantôt, puis vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En 1867, donc après son service militaire au Mexique, il est allé en France. Entre 1867 et 1871, il est revenu aux États-Unis. Il est retourné au Mexique. Comme vous pouvez le voir, c'est un bonhomme qui a pas mené une vie banale. Et ce n'est qu'un début. Donc, il retourne au Mexique et plus tard, il va s'installer à Fall River, au Massachusetts. On va y revenir plus tard parce que c'était une étape importante dans sa vie. Ça a donné naissance à un roman qui marque, à mon avis, énormément son œuvre et la littérature du 19e siècle. Et on va y revenir tantôt parce que Fall River a joué un rôle important dans sa création littéraire. Il faut quand même dire, dès le point de départ, qu'à Fall River, il a fondé un journal. Le premier journal qu'il a fondé, ça n'a pas été le seul. Journal qui était intitulé L'Écho du Canada. C'était un journal, évidemment, qui était destiné surtout aux Franco-Américains qui, comme lui, habitaient le Massachusetts. Et puis, on va y revenir de toute façon. Mais là, on va faire un petit bond dans le temps. On va se retrouver en 1900. On va revenir à la deuxième partie de sa biographie. En 1900, il publie. Quand on dit Honoré Beaugrand, évidemment, tout le monde pense tout de suite à La Chasse-Galerie, bien sûr. C'est en 1900 qu'il a publié ce livre, La Chasse-Galerie et autres. La Chasse-Galerie et les gens canadiens. Et la même année, il a publié une version anglaise du même livre. Je vous fais grâce de mon anglais. Je ne vais pas lire le titre de son livre en anglais parce que ça fait un peu bizarre quand je le dis. Évidemment, c'est sûr que c'est là l'œuvre la plus connue de sa production littéraire. J'ai presque envie de dire que c'est malheureux qu'on ne connaisse que ça. Parce qu'il a fait tellement plus. Et même dans le recueil La Chasse-Galerie, parce que vous savez peut-être pas non plus, que La Chasse-Galerie, ce n'est pas lui qui l'a écrit. C'est un conte, une légende, qui origine d'un peu partout au Québec, dans le fond. Et lui, il l'a simplement mise en forme. Il lui a donné une forme qui est celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Mais il y a aussi dans ce même recueil des contes extraordinaires. Bon, c'est encore La Chasse-Galerie. Et M. Goulet, un petit coup d'œil à la réalité. Mais il y a aussi le loup-garou. Et à partir de maintenant, les contes, les légendes dont je vous parle, elles ont été écrites par Beaugrand. La bête à grand queue. Pour ceux qui sont amateurs de fantastique, c'est une légende absolument fascinante. Oups. Ma préférée. Macloun. Moi, je vous dirais que Macloun, c'est notre Roméo et Juliette
du 19e siècle au Québec. C'est une histoire absolument fascinante, absolument belle, touchante, bien écrite, qui nous amène dans un petit monde qui est celui d'un petit village qui pourrait être un Lanoret, qui pourrait être un Lavaltrie, ou peu importe, ou le pauvre petit clown qui est un peu, j'emploie une expression consacrée, qui est un peu l'idiot du village, mais que tout le monde aime. Il tombe follement amoureux d'une jeune fille qui est un peu comme lui. Les deux s'aiment beaucoup, mais leur amour est interdit. Par la population, par l'Église. Je m'arrête là, je ne veux pas vous dévoiler la fin. Mais je vous invite à lire cette légende-là. Elle est tellement belle. Et je dois vous avouer que Beaugrand, quand il a écrit cette légende-là, a eu un trait de génie. Et malheureusement, c'est le genre de petite histoire qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Alors, je vous invite à découvrir Macloun. En passant, pour ceux qui sont intéressés à lire le recueil au complet, on le vend encore dans les librairies. Ça vaut la peine. Et la dernière, le Père Louison. Là aussi, c'est très beau. C'est une belle petite histoire qui se déroule dans le coin ici. Et je vous invite là aussi à découvrir le Père Louison. Ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est ce qui conclut la première partie de mon intervention. Je laisse Isabelle le soin de vous présenter la suite. Merci, Réal Chevrette. Merci, Réal Chevrette. C'est magnifique, on en apprend et ça fait du bien de se rappeler de l'importance d'Honoré Beaugrand. Et on va poursuivre avec Honoré, parce que Réal, tu vas revenir nous voir, mais on va poursuivre avec un court-métrage réalisé par Félix Roch, qui est parmi nous, qui est avec nous. Alors, je t'invite à lever la main pour qu'on te voie. Il va prendre la parole après le film. Donc, c'est un court-métrage qui dure 6-7 minutes et qui va nous plonger dans la chasse-galerie. Mais une chasse-galerie qui est résolument moderne. Donc, je vous présente tout d'abord Félix Roch. Félix Roch est né, imaginez, le 24 mars. C'est pas la date d'Honoré Beaugrand, ça? C'est ça, hein? Alors, il est né le 24 mars et il est diplômé de l'Université Concordia et lauréat du prix Norman McLaren. Il a commencé sa carrière dans le domaine de l'animation. Donc, le film que vous allez voir est dessiné entièrement à la main par Félix Roch. Il est passé assez rapidement à la réalisation. Il crée des scènes cinématiques, notamment pour Ubisoft. Donc, c'est créer des scènes numériques qu'on intègre dans les films. Et ça va lui valoir plusieurs reconnaissances et des nominations. Son premier court-métrage va mêler d'ailleurs des prises de vue traditionnelles et des effets numériques. Aujourd'hui, il va vraiment nous surprendre avec son court-métrage intitulé donc La Chasse-Galerie et qui s'inscrit dans un corpus où il y a plusieurs œuvres, les sombres légendes de la Terre, qui racontent 5 histoires tragiques qui revisitent les contes d'horreur de notre Québec ancien. Son style d'animation est original, vous allez être envoûté par sa création. Et comme on vient de souligner le 17 mai, qui est la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, ce court-métrage va pour nous, contribue d'une façon authentique, d'une manière inédite, aux actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre les atteintes aux droits des 2S LGBTQ+. Donc, je vous invite, on laisse place à la scène et Alexandre, avec ses doigts magiques, va nous faire découvrir son court-métrage. Je vous invite à l'arrière même à vous lever pour avoir une meilleure vue, puisque l'écran, on n'a pas un plafond cathédral. Donc, gênez-vous pas, bien vous placer, même vous replacer dans la salle.
mais j'aurais besoin d'aide pour baisser les trois stores pour avoir plus d'ombre dans la pièce. Bon visionnement. Il y a une lumière à fermer de l'autre côté. C'était une nuit pleine d'étoiles quand tout ça commençait. 4 mois que j'étais loin de chez nous. 4 mois qu'on travaillait au milieu de nulle part, entre le pôle Nord puis encore plus frette. C'est là qu'on était, en train de virer fou à s'ennuyer de nos familles, nos femmes, nos enfants. Chaque gars avait son quelqu'un qui lui manquait. C'est Marleau, le chargeur, qui a entendu les cris en premier au fond de la forêt. Quand on est arrivé, le vieux était en train de se noyer. Ça a pris mes 5 gars pour le sortir de l'eau tellement ses vêtements étaient trempés. On l'a ramené au camp. On l'a séché puis on l'a soigné. C'est là qu'il voulait nous donner un cadeau pour nous remercier. On n'en voulait pas. Mais le vieux insistait. Puis quand il nous a dit ce que c'était, ben, Kaldor, la mâchoire a failli me décrocher. La seule condition, c'est qu'il fallait bien se tenir. Fallait pas faire le mal, ou ça allait rompre le sortilège. Puis au lieu de nous ramener ici, le canot nous amènerait dans le néant pour l'éternité. Mais on se faisait pas de pile, parce qu'au fond, on était les bons diables. Le mousse avait une maudite bonne raison de rentrer, parce que sa bien-aimée était malade. Vraiment malade. Il pourrait sûrement jamais se fiancer. Vu que le couvent était sur mon chemin, je me suis dit que j'allais lui rapporter sa fleur qu'il avait oubliée. Demande-toi pas pourquoi il nous a menti. Sa bien-aimée, c'est pas une femme. C'est un prébédé de fils de mes deux. Je voulais pas lui faire mal. C'est juste qu'il aurait peut-être pas dû nous mentir. J'ai pas pu m'empêcher de le dire au gars parce qu'on allait tous mourir à cause de lui.
était juste en amour. Le pacte avait été brisé parce que nous, on s'était comportés en sauvage, puis qu'on l'avait tué. Ici, pour que je porte chaque jour, jusqu'à la fin du monde, le poids de mon acte. Est-ce qu'on réouvrirait les fenêtres? On peut ouvrir avec il fait chaud, on est plein d'énergie. Félix, c'est magnifique. Bravo. Tu nous as émus. Ça fait plusieurs fois que je vois ton film et ça m'émeut à chaque fois. Est-ce qu'on a vécu quelque chose ensemble et c'est cette énergie-là qu'on voulait vous partager. Je t'invite à prendre le micro. Je veux, pendant que Félix doucement se place, on peut peut-être ouvrir le score comme ça, tu vas être en lumière. J'aimerais vous dire pourquoi parler de la chasse-galerie à la Maison des Cageux. Les cageux, avant d'encager, avant de faire des radeaux, sont avant tout des bûcherons. Donc l'hiver, ils vont au bûcher. L'hiver, ils font du bois équarri qu'ils vont assembler en radeaux. Dès le printemps, finalement, on forme ces immenses plateformes qu'on va véhiculer à coups de rames grâce au courant et grâce aux voiles qu'on lève, qu'on dresse sur les radeaux jusqu'à Québec. Donc, on est en plein... Le déclencheur, c'est le blocus de Napoléon. Et donc, la chasse-galerie, comme Louis Fréchette, va raconter à travers son Joe Violon, va raconter cette légende qu'on parle, qu'on nomme sur les cages. Mais résolument, dans les chantiers, le thème que tu vas aborder, Félix, c'est un thème qui est audacieux dans les contes forestiers. Et donc, ça nous donne une autre ouverture. Raconte-nous un peu comment est arrivée cette folle idée, cette belle idée. Comment as-tu choisi la chasse-galerie pour vivre ce qu'on a vécu maintenant? Tout d'abord, merci de m'accueillir, d'accueillir le petit court-métrage ici à l'Honoré. Merci à Isabelle et Alexandre aussi, juste avant de répondre à ta question, que les remerciements sont en bonne forme. Merci d'avoir pensé à ce petit film-là pour le Musée des Cageux que j'ai découvert grâce à vous. Mais surtout, merci de m'avoir fait découvrir ce pan de l'histoire du Québec que je connaissais pas. Moi, je connaissais les Rassemans, les Draveurs, mais les Cageux, c'est comme un morceau de notre histoire qu'on connaît très peu finalement. J'ai adoré découvrir ça. Ça montre à quel point encore aujourd'hui l'histoire peut nous inspirer et qui est si riche et foisonnante et fait vibrer l'imaginaire. Pour répondre à ta question, le film date déjà de 2010. À l'époque, la chasse-galerie, comme disait M. Chevrette tantôt, c'est sûr que c'est comme un incontournable quand on a décidé de faire des contes, revisiter les contes pour un public, un jeune public de 10 ans, à peu près 6e année. Ils voient d'ailleurs à l'école les contes québécois. Et c'était comme un peu un incontournable. On est en 2010 et puis c'est tellement des contes qui visaient à... On dit en anglais, c'est des... en fait, j'oublie le terme même en anglais, mais en français, je ne sais pas c'est quoi le bon terme de ces contes où on essaie de faire une... Une morale? Oui, pas tout à fait une morale, c'est comme un cautionary tale en anglais. Alors, on veut comme un peu mettre en garde la population. Et pour nous, c'était comme une façon moderne de revoir cette espèce de mise en garde. Je pense que les contes, en particulier, ça fonctionne beaucoup par l'empathie.
cette capacité-là qu'on a à pouvoir s'identifier. Et autrefois, ben, forcément, les gens s'identifiaient énormément à ce qu'ils vivaient, ces messieurs-là. Aujourd'hui, c'est peut-être moins contemporain, des hommes qui sont éloignés ou des gens qui sont éloignés de leur famille, comme ça, qui travaillent dans la forêt. Mais on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait résonner avec un auditoire d'aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de te demander la technique pour arriver à ce court-métrage, parce qu'on voit que c'est des dessins, on travaille quand même dans l'illusion du 3D. Donc, ça me fascine comment vous avez réussi dans votre équipe à nous donner cette impression qu'on voyage dans les scènes et tout est en dessin. Donc, un dessin fait sur des planches. Donc, comment vous avez réussi à nous donner cet univers-là? Mais en fait, faire juste très simple, nous autres, ce qui nous inspirait beaucoup, c'était d'être avec un vrai médium. Donc, comme on revisitait les contes québécois, c'était important qu'on soit dans quelque chose qui était vrai. Donc, du dessin à la main, au graphite, sur du papier, pour essayer de capturer cette essence de travail manuel un peu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé ces dessins-là dans un environnement digital dans lequel ça nous a permis de venir placer donc, des caméras, comme si on avait des personnages qu'on plaçait, des acteurs finalement sur une scène. Et puis ça nous a permis de faire ça. Et c'était tout à fait à propos, surtout pour ce conte-là où il y a un canot qui vole dans l'espace. Ça nécessitait cette espèce on cherchait à créer cette espèce de mouvement et de grandeur qui n'aurait pas été possible juste avec un dessin fixe. Je vais poser une dernière question, mais j'ai envie de vous inviter à poser des questions à Félix pour cette période où il est avec nous pour parler de son film. Donc, je vous laisse là, ça mijote dans vos neurones, une question qui est sur le bord de vos lèvres depuis tantôt, gênez-vous pas. J'ai envie de te demander, Félix, en fait, cette chasse-galerie me surprend parce que la fin est inusitée. Parce que c'est un conte qui finit bien, en réalité. On fait un pacte avec le diable à l'époque. C'était la pire affaire à faire. Et en fait, ça se finit plutôt bien. Et Honoré Beaugrand va aborder ce thème-là. Et vous savez qu'il est athée. Donc peut-être c'était lui qui devait l'aborder, ce conte-là. Hein? Donc il n'a pas eu peur du diable. Mais en fait, dans ton conte, c'est vrai que tu vas nous amener ailleurs. En fait, dans la finale, là, tout déboule. Et là, la pire chasse-galerie qui pouvait arriver, c'est elle. Donc ça m'a surpris. Et je te laisse peut-être donner ton... en fait, ce qui est chargé pour toi dans cette façon d'avoir vu le conte. Mais mon Dieu, tu lis encore plus dans l'analyse que je pense, je ne sais même pas si on s'est rendu là. Mais une chose est certaine, c'est sûr que le bien et le mal, je pense que c'est des concepts aussi qu'on apprend un peu à revoir et à revisiter avec le temps. Et on commence à comprendre, et même, je le trouve même chez le public cible, donc chez les jeunes, où il y a un peu une espèce de prise de conscience sur d'où ça vient finalement le bien et le mal. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'universalité intrinsèque au bien ou au mal, ou c'est un peu une fabrication à travers le temps? C'est un peu ça qu'on faisait, je pense, avec ça. Est-ce que vous avez des questions pour Félix? Vous voyez que c'est un passionné. Il aime son art. On va le revoir encore et encore parce que tu es en plein dans ton élément, dans ta carrière. Dis-nous en ce moment, tu travailles sur quoi? En fait, là, outre les projets d'art plus commercial, je travaille sur la finalisation d'un roman qui s'adresse aux jeunes ados. Donc, on va voir. C'est plus dur que je pensais. Mais écoute, tiens-nous au courant. On veut suivre ta carrière parce que t'es extraordinaire. On est heureux que tu sois parmi nous. Alors, merci. Bien, merci à vous. Merci Isabelle. Merci Alexandre. Oui, Jean-Pierre. Le titre qu'on voyait, Les sombres histoires de la Terre, je suppose qu'il y en a plusieurs. Il y a que celle-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est une série qu'on a produite pour TV5 numérique. Donc, il y a quelques contes québécois qu'on a revisités. Il y en a 5, tu vois.
5 contes qu'on a réalisés, donc à peu près tous des petits courts-métrages comme ça. Puis chacun, on faisait une espèce de réinterprétation du conte d'origine. Merci. Bienvenue. Donc, Jean-Pierre Saucier, c'est l'ancien directeur de la Société d'histoire forestière du Québec. Donc, je le souligne pour ton engagement au niveau de l'histoire. Bienvenue parmi nous. Et je sais que tu continues à t'engager avec la Société d'histoire. Alors, merci d'être là. Merci à tous les deux. Si on veut les voir, les films, fait quoi? Je pense qu'ils sont peut-être encore disponibles sur le site de TV5, ça fait déjà quelques années, mais je sais que un des collaborateurs, dont le musicien, celui qui a fait le design sonore, Olivier Gagnon, les a mis sur une petite chaîne occulte YouTube. Donc, je pense que si vous tapez, si vous faites une recherche, les sombres légendes de la Terre sur Google, je pense que vous allez trouver. Ouais. C'est quoi les autres films? Les autres légendes. Vous avez la Dame Corriveau. Oui, exactement. Sorcière à Corriveau, on a Loup-Garou, on a Le Cheval Noir de Lillet et. J'en ai oublié un autre. Il y en a un autre. Il était aussi. Je l'aime aussi. C'est le quiz. C'est la quiz. C'est ça. À la fin, il y a un prix. Oui, c'est ça. Je vais y penser. Je vais être rose là-dessus. C'est ça, très bien. Est-ce que vous avez une question en suspens encore pour Félix? En tout cas, c'est un moment qu'on n'oubliera pas, puis on va le suivre. C'est sûr qu'on va le partager. Vous êtes nos collaborateurs, amis, partenaires. Donc, alors, merci beaucoup, Félix. Bien, merci à vous. Réal, je t'invite à prendre le micro pour la deuxième partie. Pendant que tu te prépares doucement, je veux remercier la présence du biophare que vous devez bien connaître au lac Saint-Pierre. Donc, Madame Bellil, Linda Bellil est présente. Je te vois. Linda, donc tu peux nous faire un beau bonjour. Alors, merci Linda. Monsieur Will Brunner, qui est responsable d'un organisme rassemblement du pays. Donc, Monsieur Will Brunner, est-ce que je vous vois? Oui. Donc, une OSPL, donc vraiment pour un engagement vers un autre lendemain pour la province. J'aimerais souligner, donc, il y a plusieurs, je vais vous dire, il y a vraiment des personnalités dans la pièce. Raymond Baudouin, qui est auteur de 3 livres sur l'ère de la drave. Donc, je veux vous souligner qu'il y en a un qui concerne des recettes. Donc, dans les chantiers, un qui parle des chantiers de bûcherons et un qui parle de la drave, hein, l'ère de la drave. Donc, elle vient nous voir, Raymond Baudouin, le 17 juin pour une conférence. Donc, à 11h, vous êtes bienvenus, c'est gratuit, donc on veut l'offrir à la communauté. J'aimerais souligner également la présence de Daniel Laurando, qui est un collaborateur très engagé depuis longtemps pour la Maison des Cageux et qui s'inscrit aussi comme, je dirais, un collaborateur, un collectionneur auprès du musée ferroviaire de Saint-Constant. Donc, tu t'engages auprès de ce musée depuis longtemps à visiter si vous ne l'avez pas visité encore. J'aimerais aussi vous dire que si on avait des entrevues à l'extérieur, on a une grande personnalité parmi nous qui est un ami, Marc Laurando. Donc, il vient aujourd'hui à titre personnel. Donc, Marc, merci d'être là, on te salue. Et tu es accompagné, donc merci beaucoup, Marc, d'être là. Donc, du rire cynique, il est passé au journalisme. Donc, vous devez connaître son livre. Il a fait partie des derniers salons du livre. Donc, je dirais, de grandes connaissances à partager et qui sont importantes. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, j'aimerais aussi remercier Marie-André Rioux, qui est poète, qui est parmi nous. Donc, on te salue. Donc, voilà. Et je peux peut-être souligner Sophie Lemercier, qui travaille à Culture Lanaudière. Donc, merci Sophie d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Réal, on te laisse le coup d'envoi. Donc, avant, tu vas nous parler de la deuxième partie sur Honoré Beaugrand. Et la littérature. Et après, c'est le dévoile. Alors, tantôt, en ce qui concerne la biographie d'Honoré Beaugrand, nous sommes quittés en 1871. Il est à Fort River. Et comme je vous ai dit, on va en reparler tantôt parce qu'il a fait quelque chose de
extrêmement important à Fall River et ça vaut la peine qu'on en reparle. Mais continuons avec la biographie. On se retrouve en 1875. À l'été 1875, Beaugrand vient, ce que vous voyez sur la diapo, c'est une gravure qui représente Montréal en 1875. Et Beaugrand vient, à l'invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, participer aux fêtes de la Saint-Jean. D'ailleurs, dans son roman Jeanne la Fileuse, dont on va parler beaucoup tantôt, il récupère cette visite qu'il a faite à Montréal et un peu de ses personnages, qui s'appelle Michel Dupuis. Je ne veux pas vous en dire tout son sujet parce qu'il va falloir en parler tantôt. Michel Dupuis est invité par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à venir en compagnie d'un groupe de franco-américains à venir participer aux fêtes de la Saint-Jean à Montréal. Et en fait, ce que Beaugrand fait, c'est qu'il nous raconte sa propre visite à Montréal à travers les yeux de son personnage. Donc, en 1875, il est à Montréal. En automne, il est retourné aux États-Unis. Il fonde un nouveau journal, La République. Comme vous pouvez voir, pour lui, l'écriture était extrêmement importante. Et il était important aussi pour lui de s'adresser aux Franco-Américains et de leur faire partager son point de vue sur l'immigration ou l'émigration, dépendamment du point de vue où on se place, des Canadiens français, comme on le disait à l'époque, vers les États-Unis. Et en 1975 également, il publie des récits. Anita, dont je vous ai parlé, Le fantôme de Laval, qu'il va reprendre. Ben non, je ne le dis pas tout de suite. Excusez-moi. Le petit truc, Anita. Souvenez d'un conte guérilla. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un conte guérilla, c'est que c'est la façon dont vous désignez des soldats qui, avec Beaugrand, combattaient contre la guérilla mexicaine. Il a également publié à ce moment-là son roman, qui me tient beaucoup à cœur. C'est-tu Jeanne la Fileuse? C'est un roman magnifique. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Ah oui. Je me demande comment ça se fait. Écoutez, ben non, on ne va pas dire tout ça tout de suite. On va le dire plus tard. Donc c'est en 1878 qu'il publie Jeanne la Fileuse. Il publie en 1879, il revient à Montréal, il s'installe à Montréal, et là ils font quelque chose, pour les plus âgés d'entre nous, ça évoque des souvenirs. Il a fondé un journal qui a persévéré jusqu'à dans les années 60, si je me souviens bien, le journal La Patrie. Et ce que vous voyez ici, c'est la une du numéro 1 de La Patrie. Donc de 1879. Et là, messieurs les maires, vous allez vouloir être comme lui. Vous ne vous voyez pas présider le conseil municipal vêtu de cette façon? C'était pourtant le costume des maires de l'époque, en tout cas à la ville de Montréal. Il a été maire de Montréal à 2 reprises. Ben, en fait, il a été élu en 1885, il a été réélu en 1887. Et puis, il a fait des choses importantes. Il avait été d'actualité de nos jours. Puisque, à Montréal, il y a eu une épidémie de petite vérole, oui. Et puis, Honoré Beaugrand était en faveur de la vaccination, alors que la population était contre la vaccination. Alors, ça avait vécu à l'époque de la pandémie de COVID-19. Il avait été la cible des complotistes.
Et après son séjour à la mairie de Montréal, il faut dire que Beaugrand était affecté d'une santé extrêmement fragile. Il a quitté la vie publique et il s'est entièrement consacré à l'écriture. Il a prononcé des conférences, ce qui a donné naissance à ce petit truc qu'on retrouve difficilement de nos jours, malheureusement, mais quoi que vous pouvez lire ces mélanges sur la toile. C'est accessible. Il y avait 3 conférences qu'il a prononcées en 1888. Mais évidemment, en 1900, on l'a dit tantôt, il a publié La Chasse-Galerie. En 1904, il a publié un truc qui s'appelle La quête de l'enfant Jésus, moins connu, très difficile à trouver malheureusement. Et ben là, je vais vous le dire en anglais parce que ça n'a été publié qu'en anglais. New Studies of Canadian Folklore. Et puis, ce qui nous amène malheureusement à son décès en 1906. C'est évidemment sa nécrologie dans le journal La Patrie. Et on revient à son athéisme, à son anticléricalisme. On lui a refusé toute forme de sépulture dans un temple ou un cimetière catholique. Et comble de l'audace, vous allez voir à quel point il était audacieux, monsieur, il avait exigé de ne pas être inhumé de façon traditionnelle, mais d'être incinéré. Ce qui était extrêmement moderne pour l'époque. Et il avait demandé à ce que ses restes soient ensevelis au cimetière juif de Montréal. Alors, comme vous pouvez voir, il était un homme de conviction, un homme qui croyait en ce qu'il croyait et qui était allé jusqu'au bout. Si ça vous intéresse, la stèle est au cimetière juif de Montréal. On va maintenant passer à la littérature. Là, je tombe dans mon dada. Malheureusement, autant au plan littéraire qu'au plan public, Honoré Beaugrand, il est un peu beaucoup oublié sur le plan littéraire. Et ça, je trouve ça extrêmement malheureux. Parce que c'est un bonhomme qui nous a laissé des textes d'une grande importance. En fait, ça m'a amené même, en réfléchissant, quand Isabelle et Alexandre m'ont demandé de venir vous parler, ça m'a amené à établir une comparaison avec un autre bonhomme qu'on oublie trop, Philippe Aubin de Gaspé père, et ses Anciens Canadiens. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu, les Anciens Canadiens? Oui, merveilleux. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des gens... Les Anciens Québécois, quoi. C'est des Anciens Québécois, oui. C'est malheureux. Parce que les Anciens Canadiens, comme Jeanne la Fileuse, comme les légendes et les contes de Honoré Beaugrand, ce sont des textes que nous devrions connaître. On devrait faire connaître à nos jeunes aussi. Parce que c'est une page de notre histoire, c'est une page de notre patrimoine. On oublie de les faire connaître. Et pourtant, ça demande juste une petite dose d'audace pour faire comprendre à nos plus jeunes, là c'est l'ancien prof qui parle, pour faire comprendre à nos plus jeunes que tout ça, ça nous appartient. Ça nous permet, par exemple, dans le cas des Anciens Canadiens, tout ce qui s'est passé sur la côte du Sud, l'invasion anglaise, entre guillemets, le massacre qui a été commis sur la côte du Sud. On ignore ces faits-là, et c'est ce que nous raconte Philippe Aubin de Gaspé. Comme on se verra tantôt, Honoré Beaugrand nous parle de moments importants dans notre histoire. Et je pense que ce serait important de faire connaître ces faits-là à nos plus jeunes. Et là, c'était ma petite page éditoriale. Ce qui nous amène au fantôme de Laval.
C'est une très belle histoire qui se déroule dans notre coin de pays. En fait, c'est important que je mentionne que Beaugrand a réutilisé ce conte-là dans Jeanne la Fileuse. Il y a une scène dans Jeanne la Fileuse où il y a une fête de famille et on demande à l'instituteur de la Valtée de raconter cette légende. C'est une habitude qu'on a dans les fêtes à la Valtée, semble-t-il. Je ne sais pas si ça continue. Ça m'étonnerait beaucoup. Et c'est une histoire qui raconte ceci, c'est qu'un vieux monsieur est allé à Montréal en hiver. Il revient vers Montréal et en passant entre Saint-Sulpice et la Valtée, il aperçoit une maison qui n'était pas là normalement. Il se demande qu'est-ce que c'est que ça. Il entre et il demande, parce qu'il y a une énorme tempête, il a un peu perdu son chemin. Il demande à être accueilli dans la maison. Le propriétaire l'accueille. Et on découvre par la suite que le fameux propriétaire en question, c'est un monsieur qui avait commis une faute, comme c'était souvent le cas dans les contes et légendes de l'époque. Il avait commis une faute et on l'obligeait à revenir à cet endroit-là pour expier sa faute et que sa faute serait expiée le soir, il fallait que ce soit la veille du jour de l'an, et que la faute serait expiée à partir du moment où il accueillerait quelqu'un dans sa maison. Et bien entendu, ben, le monsieur lui permet d'expier sa faute, et il repart pour la Valtée. C'est une très belle légende, imaginée par Beaugrand. Et comme je vous le disais tantôt, ben, ça a été récupéré dans son roman Jeanne la Fileuse. C'est très bien écrit, c'est envoûtant. Ça serait une belle idée pour un nouveau conte. Ce qui nous amène à Anita. Alors, voilà. Anita. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est souvenir d'une campagne au Mexique. C'est assez particulier comme histoire. On se demande encore aujourd'hui, est-ce que c'est une histoire réelle? Est-ce que c'est une histoire imaginée? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, ce qu'il nous raconte là-dedans, c'est qu'à l'occasion d'un déplacement au Mexique, c'est écrit au jeu, c'est important de mentionner, c'est écrit au jeu, et celui qui raconte, le narrateur, il est victime d'une embuscade. Il est fait prisonnier par des rebelles mexicains. Je vous épargne l'histoire de la façon dont il s'en sort, je vous laisse la découvrir. Mais ce qui me frappe beaucoup dans ce conte-là, ben c'est pas un conte. Est-ce que c'est un récit? C'est difficile de le savoir, on ne le sait pas. Alors, c'est l'humour d'Honoré Beaugrand. C'est raconté avec beaucoup d'humour. On se demande même son rate, est-ce que ça a été si difficile que ça? Mais c'est particulier comme façon de raconter. Et ça vaut la peine parce qu'on se retrouve dans un milieu qu'on connaît mal, qu'on ne connaît peut-être même pas du tout. Et ça nous permet de découvrir une autre facette de Beaugrand. Parce qu'il faut dire que Beaugrand, généralement, dans ses contes, dans ses légendes, dans son roman, il fait preuve de peu d'humour. Mais dans ce petit récit, il y a beaucoup d'humour. Et malgré le fait qu'il y a une embuscade, malgré le fait que c'est pendant une guerre, on s'amuse beaucoup en compagnie de Beaugrand. Ce qui nous amène à Jeanne la Fileuse. Ça a été publié, je le rappelle, en 1878. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la page frontispice de l'œuvre originale. Beaugrand, dans sa préface, dit que son roman n'est pas un roman, mais un pamphlet. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que c'est véritablement un roman. Là, c'est encore l'ancien prof qui parle. Ça a la structure d'un roman.
Ça comporte tous les éléments qui définissent un roman. Et donc, à mes yeux, c'est véritablement un roman. Ce qui peut peut-être constituer un pamphlet, c'est que dans la première partie, au début de la deuxième partie, il nous informe sur les raisons qui ont motivé l'immigration des Canadiens français vers les États-Unis. Ça a quelque chose d'un essai même. Et en quelque part, Beaugrand se sert de ça pour dénoncer le fait qu'ici, au Québec, au Canada français, on ne prend pas assez soin de ceux qui constituent la population. Au plan économique, ça ne va pas. Au plan social, ça ne va pas. Et vous vous en doutez un tout petit peu, il y a une certaine part de charge contre l'Église catholique. Alors, oui, il y a quelque chose d'un essai, oui, il y a quelque chose d'un pamphlet dans ce passage de la deuxième partie, mais par contre, l'œuvre complète constitue véritablement un roman. Un très beau roman, je me dis en passant, qui mérite d'être lu. Et, petit lien avec l'emploi que nous trouvons, au début du roman, il y a des liens avec les cageux. Beaugrand nous parle des cageux. Là, je vais me permettre de vous lire des petits extraits. Bon, d'abord, il y a le fait que dans le roman, il y a un personnage chanteur. Ben, il y a deux personnages chanteurs, évidemment Jeanne, mais il y a aussi son amoureux, Pierre Montépel, qui est de Lavaltrie. Et Pierre Montépel est un cageux. Un rêve. Alors, je vous lis un petit extrait. Le printemps arrivait avec la fonte des neiges et la descente des billots. On encageait en chantant les refrains du pays. On allait bientôt revoir ceux qu'on aimait et les cœurs bondissaient à la pensée du retour au foyer. Et si on connaît mal les cageux aujourd'hui, c'était la même chose à l'époque où le roman était publié. Parce qu'il y a une note en bas de page où Beaugrand a senti le besoin de s'expliquer. Alors il dit « L'expression encagée est une locution fort en vogue parmi les bûcherons canadiens. Elle est dérivée du mot cage, qui signifie radeau, et dont on a fait encager, c'est-à-dire former des radeaux. » Et un autre petit passage, le printemps arrivant, et avec lui les dégels et les descentes des bois de construction, et les voyageurs de Lavaltrie se rendirent à Québec pour conduire leur cage à destination. Alors, dans le roman, Pierre Montépel fait partie d'un groupe de cageux qui sont tous originaires de Lavaltrie. Alors, c'est dans notre coin de pays. Et je me suis permis d'ouvrir une parenthèse pour faire un lien avec trois romans qui eux aussi me tiennent beaucoup à cœur. Les Fils de la liberté de Louis Caron. Je vous invite à lire la trilogie complète, bien sûr, mais si vous vous intéressez d'un temps soit peu au cageux, il faudrait lire en particulier le deuxième tome, La Corne de Brume. C'est l'histoire d'un groupe de cageux qui sont aux prises avec le lac Saint-Pierre. Parce qu'il semble que pour les cageux, traverser le lac Saint-Pierre, c'était extrêmement difficile à cause des contre-courants. Mais on sait quelque chose, c'est mon petit coup de pays. Et puis, les cageux qu'on rencontre appartiennent à la famille Bellerose. Et ils vivent des aventures assez particulières sur le lac Saint-Pierre, mais en même temps, on fait un retour en arrière vers le canal de bois, parce que le personnage qui est le personnage central de la Corne de Brume, c'est le fils du personnage principal de la Corne du canal de bois. Et
on redécouvre un peu mieux sa vie. Et puis ça nous amène aussi vers le troisième, le coup de poing, qui lui se déroule pendant les événements d'octobre 1970, sur une petite île dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Je vous invite à lire ces trois romans, ils sont fabuleux. Mais si vous vous intéressez vraiment au cageux, il faudrait lire La Corne de Bœuf. Voilà ma petite parenthèse. Alors, la Jeanne la Fileuse. Si je vous montre une image de la récolte, ce n'est pas un hasard. C'est que toute la première partie du roman se déroule à la Valterie, sur la terre de la famille Montépel. Et il y a beaucoup question du travail des faneuses et des paysans qui coupent le foin, parce que M. Montépel, le père, vit de la récolte du foin. Et c'est à cette occasion que Pierre rencontre Jeanne, connaît une histoire d'amour. Jeanne, elle est originaire, elle et son frère sont originaires du Contrecoeur, juste en face. Ils traversent tous les matins le fleuve en canot. Ils viennent travailler à la ferme Montépel. Le soir, ils retournent à Contrecoeur. Et progressivement, Pierre va se rendre à Contrecoeur. Il va découvrir que Jeanne et sa famille vivent, il faut le dire, dans la misère. C'est très difficile pour eux. Parce que le père est mal vu à Contrecoeur. Il est mal vu parce qu'il a été un des patriotes de 1837-38. Et on lui pardonne difficilement d'avoir participé à ces événements. Tout ça fait en sorte que la famille vit dans une certaine misère, mais Pierre, qui vit dans une famille quand même aisée, est amoureux fou de Jeanne. Je ne peux pas vous en dire trop non plus. C'est difficile de se retenir. Mais bon, c'est une belle histoire dans cette première partie. Mais Pierre, parce qu'il refuse ce que ses parents lui proposent, on lui propose en fait de marier une jeune fille de la Noret qu'il ne connaît même pas. Parce que le père de la jeune fille, qui s'appelle Dalcourt, est propriétaire d'un commerce ici à la Noret. Et puis il voulait établir leur fils de cette façon. Mais Pierre, il est amoureux de Jeanne. Et parce qu'il refuse le travail que lui proposent ses parents, il retourne dans les chantiers. Ce qui va faire en sorte que Jeanne se retrouve seule, son père étant mort, son frère étant parti au chantier avec Pierre. Jeanne se retrouve seule. Et là, on lui propose de partir avec la famille Dupuis pour aller vivre à Fall River, aux États-Unis. Vous voyez ça, le moulin? À Fall River, Jeanne, comme tous les membres de la famille Dupuis, travaille dans un moulin. C'est une ville assez importante, avec une importante communauté franco-américaine. Et là, je me permets de vous dire ceci. Beaugrand, qui était un homme de conviction, comme je l'ai dit tantôt, était également un avant-gardiste. Il a été un précurseur. Et ça, je tiens à le souligner parce que c'est drôlement important. Il est un précurseur en ce sens que cette deuxième partie du roman, c'est la première fois dans l'histoire de notre littérature qu'un roman se déroule en milieu urbain. Il aura fallu attendre les années 30 au Québec
qu'un autre écrivain s'intéresse au milieu urbain, c'est Jean-Charles Harvey, dans Les Demi-civilisés. Et ensuite, il faudra attendre jusqu'en 1945, quand Gabriel Leroy va publier Bonheur d'occasion. Alors, il a vraiment été un précurseur d'avoir le... Parce qu'à l'époque, vous savez sans doute, on publiait des romans dans lesquels tout se passait en campagne. C'était la littérature du terroir, même en poésie, c'était une poésie du terroir. Et Bouguereau nous arrive avec ça. Une partie d'un roman, sinon tout un roman, qui se déroule dans le milieu urbain. Avec tout ce que ça suppose comme nouvelle problématique pour les personnages. Évidemment, je ne vous dirai pas que les personnages sont heureux, ce serait mentir. Les personnages ont de la difficulté à s'adapter au milieu urbain. Les personnages qui travaillent dans ces fameux moulins dont on parlait tantôt, ben, ils ne sont pas heureux de travailler comme ça dans un milieu industriel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Bouguereau nous permet de voir ce qu'était la condition des Franco-Américains, donc nos compatriotes, dans un milieu qui n'était pas le leur, et comment ils ont réussi à s'adapter. Et à ce niveau-là, c'est une deuxième partie du roman qui est extrêmement importante dans notre petite histoire. Ce qui nous amène au fameux mélange. Ah, je me suis que les feuilles ont chaud. Enfin. Bon, enfin. Alors, vous voyez, j'ai trois conférences. Une qui se situe de Montréal à Victoria. Ça peut sembler banal, mais ça nous permet de découvrir une autre facette de Bouguereau, puisqu'il raconte effectivement un voyage qu'il a fait en train de Montréal jusqu'à Victoria. Et ça nous permet évidemment de voyager en sa compagnie et de découvrir un pays qui est peut-être le nôtre, et de le découvrir à travers ses yeux et de mieux connaître cette époque. La deuxième, c'est le journal. Ça, c'était pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au journalisme. Je pense que c'est un texte à lire, parce qu'il nous raconte véritablement l'histoire du journalisme. Et ça nous permet d'apprendre beaucoup. Et le troisième, ben, c'est une conférence au cours de laquelle il a simplement lu son petit récit en italien. Évidemment, écoutez, je vais être honnête avec vous, sur le plan littéraire, ce n'est pas ce que Bouguereau fait de mieux. Mais c'est quand même des textes qui nous permettent d'apprendre beaucoup sur l'époque et sur Bouguereau lui-même. Ben, c'est ce qui conclut ma petite conférence. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais en profiter pour vous remercier de l'attention que vous m'avez portée. Je vais en profiter pour remercier Isabelle et Alexandre, évidemment, de m'avoir invité. Et si ça vous a permis d'apprendre des choses, ben, tant mieux. Et, ben, tu sais, encore le prof qui va remonter à la surface. Est-ce que vous avez des questions? Madame Clermont. J'en aurais une. Oui. Vous parlez beaucoup de ses œuvres, de ses voyages, tout ça, mais a-t-il eu une descendance? A-t-il eu une vie? Je vous avoue honnêtement que ça, là, vous m'embêtez. Mais moi, écoutez, j'ai un petit projet en tête. Je m'intéresse beaucoup à la généalogie. Et je veux voir si je ne pourrais pas travailler, à moins que ça ait déjà été fait, bien sûr. Mais je voudrais connaître mieux ses origines et mieux connaître sa descendance s'il y en a une. Mais nulle part, dans ce que j'ai lu, il n'est fait mention d'une épouse d'enfant.
il a été intéressant. Bonjour, ça marche. Monsieur Jean-Philippe Warren est le biographe de Monsieur Honoré Beaugrand. Il a été accueilli d'ailleurs par la municipalité de Lanoraie et la Société d'histoire de Lanoraie au pavillon Jean Bourdon au mois de mars. Donc, il aborde l'enjeu familial. Donc, son épouse est américaine, Elisa Walker, et il va avoir une fille. Donc, elle va vouloir être actrice même. Vous allez voir, elle a un parcours atypique à l'époque. Et elle va marier un Canadien-Français. Et je vous dirais que la tournure des événements va être particulière. Je vous invite à lire le livre de Jean-Philippe Warren. Il a reçu un prix du gouverneur général du Canada pour ce livre. Et donc, il fait partie des collaborateurs pour rendre Honoré Beaugrand comme grand personnage historique du Canada. Il n'est pas encore reconnu, mais le chemin se fait. Alors, merci, parce que c'est un volet encore tellement plus vaste, mais l'œuvre littéraire réelle, on sait que tu es un passionné de son œuvre littéraire, et c'est ce qu'on voulait partager, qui est vraiment un complément avec la conférence de Jean-Philippe Warren, où là, c'était vraiment une biographie. Donc, merci infiniment. J'espère que ça vous a appris des choses. Absolument. Madame Moi, j'ai une question littéraire. Tantôt, vous avez dit qu'il avait repris un conte déjà existant dans différentes versions au Québec pour publier La Chasse-Galerie. Moi, La Chasse-Galerie, là, je la racontais, je lisais le texte de M. Beaugrand. À mes élèves de 3e secondaire, il y a un petit gars, un matin, il me dit, quand je l'ai fini, « C'est-tu arrivé pour le vrai? » Là, les autres te regardent, ils disent « T'as-tu fumé, ce petit gars? » Il ne fumait pas. Puis je disais à mes élèves, ce conte-là n'existe pas ailleurs. Mais là, je ne suis pas spécialiste en littérature. Puis j'ai pas fait des recherches vraiment poussées, mais ça se peut-tu que l'histoire de la Chasse-Galerie n'existe pas dans... Parce que l'habitude, un conte, d'habitude, on retrouve différentes versions en Asie, en Russie, en Europe, mais la Chasse-Galerie, je n'ai pas trouvé. Quand je dis ailleurs, c'est ailleurs au Québec. Au Québec, mais ailleurs dans d'autres pays. On n'en a pas du tout. Ben, en fait, il y a des trucs qui s'en rapprochent quand même. Vous voyez, comme par exemple les fameuses histoires dans le monde arabe, quand ils voyagent sur des tapis volants. Des tapis volants. C'est... En fait, on donne à la Chasse-Galerie une origine française. Je vous dirais que c'est même un autre sujet de conférence, mais la Chasse-Galerie a des racines, mais je vous dirais qu'on va travailler un peu différemment. On parle de chasseurs, des chasseurs qui vont errer parce qu'il va y avoir finalement un dérapage dans le comportement. Et donc, on va par contre adapter la Chasse-Galerie au Québec. Quand on parle de canaux d'écorce, c'est typiquement de chez nous. Donc, c'est là où on voit la rose des vents sur le canot d'écorce. Donc, c'est vous dire qu'on se l'est approprié et on l'a façonné à notre culture, à nos traditions. Donc, on pourra en reparler, mais ce sera, je pense, vraiment une autre conférence. Mais vous dire que oui, il y a vraiment un beau parcours, un chemin, comment c'est arrivé pour qu'on le raconte comme ça. Daniel ou Martin? Juste deux petits phrases. Dans le fond, oui, ça vient du sud de la France. La Chasse-Galerie, il y a un fond commun avec le sud de la France. Et pour les amateurs de vin, il y a un vin, d'ailleurs, une bouteille de rouge qui se vend à la salle, qui s'appelle la Chasse-Galerie, qui mentionne cette légende qui vient du sud de la France. Oui, puis ici au Québec, il y en a plusieurs versions. En fait, il y a peut-être un an ou deux, j'étais dans le Bas-Saint-Laurent. Et j'ai entendu une version qui, tout en étant très semblable à celle de Beaugrand, bien sûr, il y avait quand même des différences assez importantes. Donc, la Chasse-Galerie, selon les régions, on peut parler qu'on va voler sur une chaise, oui. On peut voler. Donc, il y a différents objets qu'on va utiliser, mais celle qu'on va reconnaître aujourd'hui, plus souvent qu'autrement, c'est avec le canot d'écorce. Oui. Mais on va utiliser dans l'histoire différents objets. Daniel. Moi, j'ai lu dans l'histoire d'Honoré Beaugrand qu'il y avait une chronique de légende dans la poterie, dans toutes les semaines, oui, qui fait en sorte qu'il s'est inspiré de plein de toutes ces chroniques pour créer la Chasse-Galerie. Ça peut venir, comme on dit, de la France ou de... Oui, effectivement. Ouais. Et là, je ne me suis pas étendu là-dessus parce que
j'avais un certain temps à respecter. Mais effectivement, dans la patrie, il y avait des chroniques de légende. Oui, Ça serait bien si ça continuait. Merci, M. Chapin. Merci. J'espère que vous allez embarquer dans notre galère, en fait, dans notre maison des cageux. La programmation du mois de mai, on est ouvert les fins de semaine, de 9h à 15h. En fait, c'est une visite libre avec le café qui se trouve derrière les vitraux, qui apparaît comme la seule galerie. Et donc, c'est ça qu'à partir du 21 juin, on a 5 jours de semaine, dont les visites guidées se font la fin de semaine, l'après-midi à 1h et 14h30. Donc, vous avez des heures d'horaire en fait à l'extérieur. Et donc, il y a aussi des panneaux d'interprétation à l'extérieur quand vous venez prendre un café. Vous pouvez profiter au mois de mai de voir tout ce qu'il y a sur les murs. On peut vous en parler aussi avec un café. Et les panneaux d'interprétation à l'extérieur, vous avez 9 panneaux où vous pouvez plonger dans l'air des cageux, si on peut dire. Donc ici, on voudrait que M. Christian Goulet vienne vous dire un petit mot. C'est le préfet de la MRC Loutré et sur l'importance d'identifier et de transmettre notre patrimoine littéraire qui est une épice incontournable de notre culture. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment. Je me rends compte qu'au secondaire, on aurait peut-être dû pas m'enseigner l'histoire de l'Égypte, mais bien m'enseigner l'histoire du Québec. Ça aurait probablement été beaucoup plus intéressant. Malgré que l'Égypte est intéressant, mais je découvre qu'il nous en manque beaucoup. On a tellement un territoire excessivement riche en histoire. C'est incroyable. Quand on parle de culture, toute l'importance de la culture, de partager notre culture, moi, depuis que je suis un élu, je me rends compte comment notre territoire, la MRC d'Autrey, est tellement riche en personnages, mais je dirais aussi en patrimoine bâti. C'est incroyable comme territoire. Je suis vraiment fier. On siège à la table des maires à la MRC, puis toute l'importance que la MRC a pour la culture et d'investir dans des aussi beaux projets que ça, vraiment, bravo. Vous savez, on fait, souvent quand on se promène, on fait la tournée des microbrasseries. La tournée de nos petits musées et des endroits comme ici, ça devrait être un incontournable aussi, c'est vraiment fantastique. Merci encore de l'invitation et je dirais que je suis devant une histoire de passionnés d'histoire, de passionnés de culture. Je suis vraiment impressionné. C'est grâce à des gens comme vous qu'on peut transmettre toute notre culture. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai appris, oui, Sébastien, qui est à la MRC, m'a beaucoup expliqué ce que ça représentait, la culture. On a parlé beaucoup de la vannerie. Je pense que la culture devient de découvrir, de protéger de où on vient. C'est super important. C'est un moteur de développement économique incroyable. Il faut le protéger, il faut continuer à investir. Souvent, vous savez, c'est de l'argent qu'on met. Il ne faut pas imaginer qu'on a un retour financier. Non, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est de protéger tout ce qu'on peut représenter. Je vous remercie beaucoup. Puis la MRC, on a eu notre petit lac à l'épaule. Et la culture continue à être super importante pour nous autres à la MRC. Merci beaucoup tout le monde. Je m'excuse de revenir, c'est que j'ai oublié quelque chose tantôt. Quelque chose qui me semble important. Aujourd'hui, on souligne qu'on avait Beaugrand, mais à la Narée, ils sont chanceux. On a eu 2 grands bonhommes à la Narée. Il y a eu, on avait Beaugrand, puis Joseph Doucet. Et l'an prochain, 2024, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Louis-Joseph Doucet. Et je pense que ce qu'Isabelle et Alexandre ont fait pour le Beaugrand, il faudrait que ça se refasse.
à l'honorer l'année prochaine pour Louis-Joseph Doucet. Parce que, vous savez, en 1974, à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Doucet, il y avait eu un événement assez extraordinaire ici à l'honorer. Même que Gaston Miron était ici. Alors, petite suggestion pour l'année prochaine, peut-être. Merci, Réal Chevrette. Et Réal siège aussi au comité culturel de la MRC de Dautrey, donc je dois qu'il va continuer à partager ces bonnes idées qui sont bien accueillies par la communauté, j'en suis certaine. Un grand merci, M. Goulet. J'inviterai nos premiers magistrats, donc M. Perrault, Dominique Perrault, maire de Berthierville, Mme Lynne Clermont, mairesse suppléante de la Noret, Monsieur Boulet, donc maire de la Valtrie, à vous diriger près de la sculpture pour vous préparer pour le shooting photo. On va vous suivre dans peu de temps. Monsieur Vadnet-Lapierre, bien entendu, qui représente Monsieur Yves Perron. Et j'inviterai aussi Martin Lavallée, là, comme ça vous allez pouvoir discuter entre vous. Donc je vous invite. Et pendant ce temps-là, nous allons lire un court poème à nos amis pendant que vous vous installez. Et dans 2 minutes, on vous rejoint. Là, on fait une vidéo et puis un de vous va découper. Monsieur le préfet. Alors, monsieur le préfet, à vous l'honneur. On déshabille entièrement la sculpture. Pour découvrir, en fait, il va y avoir 3 œuvres que vous allez découvrir. Est-ce que le sculpteur est ici? Alors, on vous raconte, la sculpture comporte 3 contes d'Honoré Beaugrand. Donc, la fameuse, on parle de la fameuse bête à grande queue, donc une queue de taureau qui avait 6 pieds. Vous pouvez la mesurer, elle a 6 pieds. Elle part de l'arrière et elle remonte. Vous avez la chasse-galerie qui est endiablée, donc avec la tête du diable. Et notre Honoré Beaugrand qui se transforme en loup-garou. Alors, c'est le visage interprété d'Honoré Beaugrand avec sa belle moustache que vous pouvez reconnaître. Donc, c'est Josh Dagg qui l'a réalisé, un artiste du Haut-Outaouais, d'où partait la chasse-galerie. On l'a amené une journée de pleine lune, cette sculpture, à la Noret. Elle a fait la chasse-galerie. Et vous dire que ça a été réalisé, d'après vous, comment? Avec quel genre d'outils? Ciseaux à froid? Ciseaux à bois, oui. Mais lui, il est rendu là d'une modernité incroyable. Donc, comme les bûcherons, la scie mécanique. Alors, il a peut-être une 15aine de scies mécaniques sous la main pour réaliser une sculpture semblable. Donc, fait en pain blanc. Le pain blanc était le bois qui permettait de faire flotter les radeaux. Donc, concept, on est là. Et votre autre sculpture qui est à notre gauche, qui a été dévoilée à l'automne dernier, avec plusieurs élus, donc Joe Montferrand, le grand héros du Québec, qui était maître de cage. Donc, on le replace dans ses compétences maritimes où il faut dire qu'il y avait une centaine d'hommes sous ses ordres, donc des Canadiens français majoritairement. Et on parle quand même des plateformes de bois de 7000 à 8000 tonnes qui devaient contrôler jusqu'à Québec. Donc, c'est pas banal. Donc, Honoré Beaugrand a raconté finalement cette épopée maritime et il fait partie maintenant de la nouvelle mouture de l'exposition à la Maison des Cajoux. Je vous dis un immense merci d'être venu.